LCI Midi, ravi de vous retrouver. 3 heures d'information, de débats, de grands reportages également sur le canal 15. Changement de numéro, mais pas de cap, vous le savez. C'est à n'en pas douter du tout. Vous êtes au bon endroit. Le meilleur de l'info, c'est évidemment sur LCI. Au sommaire de ce samedi 7 juin, un programme très dense et cette proposition choc du Conseil d'orientation des retraites pour sauver notre système. Il propose de reculer l'âge à 66 ans et demi. Le corps rappelle que le déficit ne cessera de s'aggraver si des mesures ne sont pas prises. Le débat sur le financement du système de pension promet de repartir de plus belle, alors que le conclave entre dans sa dernière ligne droite. D'ailleurs, qu'en pensent les syndicats qui n'ont pas claqué la porte? En tout cas, pas tout à fait. On sera en ligne, notamment avec le patron de la CFTC. À 12h50, comme tous les samedis, ne ratez pas votre rendez-vous, l'heure de Ferry, 1 heure avec le philosophe et écrivain. Et on reviendra notamment en longueur avec lui sur le divorce Trump-Musk. Grand théâtre ou rupture réelle, on se posera la question. Et puis à 14h, je le disais, votre document LCI. Aujourd'hui, dissuasion nucléaire, le pouvoir de la peur sur fond de guerre en Ukraine. La question de la dissuasion nucléaire est redevenue centrale après 40 années d'équilibre de la terreur, puis 30 années de mondialisation heureuse. Voici un nouvel ordre, désordre plutôt mondial, où la force efface le droit et où le protecteur d'hier, les États-Unis, semble bien moins fiable qu'avant. Dissuasion nucléaire, le pouvoir de la peur, c'est à 14h tout à l'heure sur LCI. Mais d'abord, il est tout juste midi, passé de 1 minute, et c'est l'heure de votre journal. Bonjour Kadia Doumdouas. Bonjour Marie, bonjour à tous. C'est une enquête édifiante qui vient d'être mise au jour. Au cœur de cette affaire, des bagagistes de l'aéroport de Roissy, complices de trafiquants de drogue. Plusieurs dizaines de kilos de cocaïne par mois auraient ainsi été extraites. Alexandra Guillet du service police-justice de TF1 LCI, vous nous avez rejoint. Alexandra, quelle est l'ampleur du trafic dont on parle? Eh bien, Kadi, c'est l'aboutissement de 6 mois d'enquête menée discrètement par les gendarmes de la section de recherche des transports aériens. Le mode opératoire était bien rodé et s'appuyait, vous l'avez dit, sur des employés d'une société aéroportuaire, notamment 4 bagagistes travaillant depuis plusieurs années dans cet aéroport, ainsi qu'un de leurs supérieurs hiérarchiques. Leur rôle, à l'arrivée d'un avion sur le tarmac, eh bien, était d'extraire du circuit habituel des bagages certaines valises remplies de cocaïne, de les mettre en lieu sûr, puis ensuite de les exfiltrer des entrepôts de l'aéroport à l'abri des regards des douaniers. Chaque mois transitait ainsi entre 20 et 50 kilos de cocaïne, direction notamment la Seine-Saint-Denis, où 3 autres personnes également impliquées dans ce trafic ont été interpellées. Merci beaucoup Alexandra Guillet du service police-justice. Une trottinette électrique serait à l'origine du tragique incendie dans lequel ont péri 4 personnes, dont un enfant à Reims. C'est ce qu'annonce ce matin le procureur de la ville, 2 jours après le drame. On l'écoute. Les premiers intervenants ont décrit littéralement une scène de guerre. Le bilan maintenant est définitif. Le nombre de victimes décédées, il est de 4. 2 blessés graves ont également été secourus. L'enquête qui a été, il faut bien dire, remarquablement menée au vu de sa rapidité, au vu de la difficulté inhérente aux conditions de l'incendie, a permis de conclure que la piste accidentelle est aujourd'hui avérée. Le départ du feu semble se situer entre un congélateur et un lave-linge et a été provoqué par un incendie pour l'instant d'origine inconnue mais accidentelle d'une trottinette électrique. L'indignation ne retombe pas après l'agression d'un rabbin hier dans les Hauts-de-Seine. L'homme a été attablé en terrasse lorsqu'il a été frappé à la tête avec une chaise. Le suspect, né dans la bande de Gaza, a été hospitalisé en service psychiatrique. Le point avec Raphaël Redon et Georges Brunier. L'agresseur tente de s'enfuir, mais est rattrapé in extremis par des habitants témoins de la scène. Ramené sur les lieux de l'agression, la police l'interpelle à son tour. Quelques minutes plus tôt, ce Palestinien de 28 ans, originaire d'Allemagne, jette une chaise au visage du rabbin de Neuilly-sur-Seine, alors assis à cette terrasse d'un café. L'arcade encore ensanglantée, il nous raconte. La personne m'a mis un énorme coup sur la tête, il est parti en courant et je félicite les personnes et bravo parce qu'il y a encore des gens courageux, il faut le souligner. Déjà agressé il y a seulement une semaine à Deauville, le rabbin ne semble plus surpris. Je me promène avec une barbe, avec une kippa, alors j'ose espérer que c'était peut-être pour d'autres raisons, mais j'ai bien l'impression que c'est pour ça. Au soutien de leur rabbin, c'est odieux et il ne faut pas que ça se reproduise pour personne. Les habitants évoquent leur indignation. Je trouve ça dommageable pour une ville tranquille comme Neuilly qu'on ait ce type de problème. Vous avez à Neuilly, c'est comme partout à l'heure actuelle. Aujourd'hui, la France n'est plus un pays
safe pour les Juifs. Un sentiment partagé par le Premier ministre en déplacement à Montpellier. C'est jour après jour que notre pays est en proie à des affrontements qui sont des affrontements haineux. Placé en garde à vue, l'agresseur du rabbin a été transféré dans une infirmerie psychiatrique à Paris. L'actualité internationale à présent, Kadi, marquée par ces nouvelles frappes russes la nuit dernière contre des civils ukrainiens. Oui, une attaque de grande ampleur, Marie, qui a coûté la vie à 5 personnes. On compte d'ailleurs plus de 20 blessés. Les frappes ont touché notamment Kherson et Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, qui a subi, je cite, l'attaque la plus puissante depuis le début de la guerre, selon les autorités locales. Des représailles de Moscou après la destruction d'une partie de sa flotte aérienne. On en vient à cette mise au point de Sébastien Lecornu après le refus de dockers du port de Marseille de charger sur un navire à destination d'Israël un conteneur rempli de composants militaires. Invité exceptionnel de LCI, le ministre des Armées s'est voulu très clair sur le positionnement de la France. C'était auprès de Margot Haddad hier soir. Je vois que l'extrême gauche et disclose s'acharne là-dessus et crée un trouble sur une position qui pourtant est claire. J'imagine qu'il y a une rente politique derrière tout cela parce que très franchement, ça crée un doute alors que la position de la France est un peu plus claire. Il n'y a pas d'armes vendues à Israël. Et pour cause, Israël est un des principaux concurrents des industries françaises. Donc ces conteneurs... Derrière, vous n'avez que des composants qui sont vendus à Israël, notamment pour le dôme de fer. Et troisième catégorie, vous avez des éléments pour la réexportation. C'est-à-dire que certaines choses partent en Israël, font l'objet d'une intervention industrielle et sont souvent réexportées, parfois même d'ailleurs en France, et tout ça fait l'objet d'un contrôle. Alors après, on pourra le répéter comme on le fait avec Jean-Noël Barrot depuis maintenant pratiquement 1 an ou 2, nous ne vendons pas d'armes à Israël. Et c'est bien dommage d'ailleurs de créer ce trouble et ce doute. Il y a quelque chose d'ailleurs d'antipatriote à l'entretenir. On a le droit de combattre les décisions que nous prenons, on n'a pas le droit de construire un combat complètement virtuel et fictif sur des décisions que nous n'avons pas prises. C'est une première pour un président français. Emmanuel Macron attendu la semaine prochaine au Groenland. Visite officielle prévue le 15 juin en vue de renforcer la coopération avec ce fameux territoire autonome du Danemark, si convoité par Donald Trump. Emmanuel Macron sera d'ailleurs le premier chef d'État étranger à s'y rendre depuis les menaces d'annexion du président américain. Allez, pour conclure, cette bien mauvaise nouvelle pour la planète. La déforestation de l'Amazonie a augmenté de 9% au cours des 10 derniers mois. 960 km² de forêt perdue dans ce qu'on appelle le poumon de la Terre. Et un responsable, évidemment, la recrudescence des incendies. Voilà pour l'essentiel, Marie. Merci beaucoup, Kadi. Et évidemment, on se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi pour de nouveaux journaux. Je le disais en titre, le Conseil d'orientation des retraites vient d'ajouter une petite pointe de piment dans le débat déjà très épicé sur notre système de pension de retraite. Hier, vous allez le voir, notamment dans le Figaro, a été diffusée à l'ensemble des membres une version quasi définitive de son rapport annuel. Le contenu du document, on va s'y plonger, penche implicitement en faveur d'une option pour assurer l'équilibre financier des régimes, le recul de l'âge légal de départ à 66 ans et demi. Dans quelques minutes, on sera en ligne avec le patron de la CFTC, un des syndicats qui n'a pas claqué la porte de ce conclave des retraites. On lui demandera ce qu'il en pense. Pour en parler, d'abord, Arlette Chabot est avec moi. Bonjour à vous. Bonjour. Frédéric Delpech aussi du service politique TF1 LCI. Mais d'abord, avec vous, Emma Barrier, merci de nous avoir rejoints. Voyons, dans ce dernier rapport annuel, le corps tire très clairement la sonnette d'alarme. Le déficit du système va continuer de s'aggraver, sauf si des mesures de redressement sont prises. Alors, quelles sont les pistes envisagées et comment se positionne le Conseil d'orientation ?